En Israël, la fiscalité des revenus locatifs, c'est un vrai casse-tête. On peut vite se tromper et y laisser pas mal d'argent, ou, au contraire, bien choisir sa stratégie et vraiment booster sa rentabilité. Alors comment on fait pour prendre la bonne décision? C'est ce qu'on va voir ensemble. Pour y voir plus clair, voilà notre plan de match. On va commencer par déjouer un piège très courant. Ensuite, on va décortiquer les 3 options qui existent. Puis, on fera parler les chiffres, c'est le plus important. On regardera l'impact sur la plus-value à long terme. Et enfin, on verra comment choisir la bonne stratégie pour sa situation. Allez, on commence direct avec ce qu'on peut appeler le piège de la simplicité. Le marché locatif en Israël est super dynamique, c'est vrai, mais beaucoup de propriétaires tombent dans un panneau qui leur coûte une petite fortune juste parce qu'ils ont choisi l'option qui semblait la plus simple au premier abord. Et cette citation, elle résume parfaitement le problème. Par manque d'infos, ou juste pour se simplifier la vie, on choisit un régime fiscal qui n'est pas du tout le meilleur. Le résultat, c'est qu'on paie des impôts en trop, un impôt presque invisible, sans même s'en rendre compte. Bon, alors concrètement, quelles sont les options sur la table? Il y a en gros 3 grandes voies fiscales, 3 routes si on veut, qui s'offrent aux investisseurs. On va les regarder de plus près, une par une. La première option, c'est l'exonération totale, le fameux PETOR. Franchement, le nom fait rêver, non? 0 impôt sur ses loyers. Sur le papier, ça semble imbattable. Mais comme on va le voir tout de suite, il y a un mais assez important. Et voilà, le piège est là. L'exonération, en fait, elle n'est totale que si le loyer est sous un certain plafond. Dès qu'on dépasse ce seuil, l'avantage fiscal fond comme neige au soleil. Et le pire dans tout ça, c'est que ce plafond est gelé jusqu'en 2027. Pendant ce temps, les loyers, eux, ne se gênent pas pour augmenter. Du coup, l'avantage s'érode chaque année un peu plus. Deuxième voie possible, celle de la simplicité absolue. C'est le forfait de 10%. L'idée est hyper simple. Peu importe le loyer, on paie 10% d'impôt sur le revenu brut total. Pas de calcul savant, pas de prise de tête. Mais attention, cette simplicité a un prix. Et il est vraiment de taille. En choisissant ce forfait, on dit adieu à la possibilité de déduire la moindre dépense. Les intérêts du crédit, les travaux, les frais d'agence, tout ça, c'est pour notre poche. On paye 10% sur le total encaissé, même si on a eu des dépenses énormes cette année-là. Et enfin, la troisième et dernière option, le régime réel. Et là, on change complètement de logique. L'impôt n'est plus calculé sur le revenu brut, mais sur le bénéfice net, c'est-à-dire les loyers qu'on a perçus, moins toutes les dépenses qu'on a eues pour le bien. C'est un peu plus de paperasse, c'est vrai, mais c'est là que se cachent les plus grosses économies. Et la liste des dépenses qu'on peut déduire est vraiment intéressante. Il y a bien sûr les intérêts du crédit, la mashkenta, mais il y a aussi l'amortissement du bien, le poter, qui est une super déduction comptable même si on n'a pas sorti d'argent. Et on peut aussi déduire les réparations, les frais de gestion, les assurances, bref, tout un tas de choses qui viennent faire baisser la facture fiscale. Bon, assez de théorie, pas vrai? Le mieux, c'est de mettre ces 3 régimes en compétition avec un cas concret, pour voir, chiffre à l'appui, lequel est vraiment le plus rentable. Vous allez voir, c'est assez parlant. Pour que ce soit bien clair, on va prendre l'exemple de Simon. Simon, c'est un investisseur type qui vient d'acheter un appart à Tel Aviv. On va faire les calculs pour lui et voir quel régime fiscal serait le plus malin. Alors, voilà les chiffres de Simon. Son appart lui a coûté 2 millions de shekels, il le loue 9 000 shekels par mois et il a bien sûr des charges et des intérêts de crédit à payer chaque année. Gardez bien ces chiffres en tête pour ce qui suit. Et voilà, le moment de vérité. Regardez la dernière ligne. L'impôt final. C'est incroyable. Avec l'exonération qui semblait gratuite, Simon paierait quasiment 25 000 shekels. Le forfait à 10% est déjà bien mieux, à 10 800, mais le grand gagnant est de très loin, c'est le régime réel, avec seulement 2 000 shekels d'impôt. C'est plus de 10 fois moins que l'option dite exonérée. Et ce graphique, il est sans appel. C'est limpide. L'option qui paraissait la plus simple, la plus sûre, l'exonération, est en fait la pierre pour Simon. Et à l'inverse, celle qui demande un peu plus de calcul, le régime réel, lui fait économiser une somme colossale. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Le choix qu'on fait aujourd'hui a une conséquence cachée, mais absolument énorme, sur l'impôt qu'on paiera sur la plus-value le jour où on revendra l'appartement. C'est une histoire de jurisprudence, une décision de justice qui s'appelle Reshevchen. Pour faire simple, elle dit que si un propriétaire a choisi le régime de l'exonération PETOR, le fisc n'a pas le droit de recalculer un amortissement fictif le jour de la vente pour faire gonfler l'impôt sur la plus-value. C'est un point technique, mais les conséquences financières sont énormes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire que même si le régime d'exonération est plus cher chaque année, dans le cas de Simon, il pourrait permettre de payer beaucoup moins d'impôts sur la plus-value le jour de la vente. La décision devient donc un arbitrage. Est-ce qu'on préfère payer moins d'impôts maintenant ou moins d'impôts plus tard à la revente? D'accord. Alors, avec toutes ces informations, comment on fait pour choisir? Comment on prend la bonne décision pour sa propre situation? On va essayer de rassembler toutes les pièces du puzzle. La clé, vraiment, c'est de ne pas prendre l'option par défaut.
Il faut se poser et faire le calcul pour les 3 scénarios comme on l'a fait pour Simon. Ensuite, c'est super important de bien lister toutes ces dépenses déductibles. Et enfin, il faut réfléchir à ses projets à long terme. Est-ce que cet appart est un investissement pour 2 ans ou pour 20 ans? Ça change absolument tout. Au final, la vraie question à se poser, elle est là. Est-ce qu'on voit sa stratégie fiscale comme une simple dépense qu'il faut réduire au minimum, ou est-ce qu'on la voit comme un véritable investissement pour maximiser la rentabilité de son patrimoine? Bien y réfléchir, ça peut faire toute la différence.